Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour l'introduction. Effectivement, notre intervention va être à deux voix. Je vais commencer, Annie va poursuivre, Annie Dahan. Et elle est basée donc, sur ce livre qu'on vient de publier, Gouverner le climat, point d'interrogation, 20 ans de négociations internationales. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un point d'interrogation qui me semble et qui nous semble absolument crucial. Donc, une première image qui est très proche de l'image qu'on a vue tout à l'heure dans la présentation d'Étienne Lamont. Donc là, vous voyez la gouvernance du climat. C'est ces réunions annuelles qui se déroulent depuis 1995, tous les ans. Et ici, vous voyez deux autres des graphiques qui montrent à gauche, vous avez l'augmentation de la température moyenne du globe. C'est pour montrer que le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose de théorique ou qui est situé dans le futur. On a un réchauffement déjà qui est là, qui est de l'ordre de 0,8-0,9 degrés déjà par rapport à l'ère industrielle. Et vous voyez à droite aussi une représentation en fait, des émissions mondiales de CO2. Et vous voyez que non seulement en fait, ces négociations, pour l'instant, ils n'ont pas fait infléchir les tendances. Il y a une petite discussion en ce moment sur l'année 2014, je reviendrai. Mais au fait, sur la première décennie des années 2000, on a une augmentation des émissions de CO2 qui est à peu près de 3%. Quelque chose de très important. Voilà le paradoxe qui est à la base. Nous gouvernons déjà le climat, dans le sens où nous modifions, nous sommes en train de modifier les équilibres climatiques. Or, nous n'arrivons pas à gouverner les sociétés humaines, dans le sens où cette gouvernance onisienne ne semble pas avoir prise sur le problème. Juste un mot, puisque en ce moment on a une discussion autour du fait que les émissions de CO2 provenant des énergies fossiles et de la production de ciment ont stagné probablement dans l'année 2014. C'est possible, c'est une tendance qui reste à confirmer. On sait aussi que il y a 2 semaines, on s'est rendu compte que fait, les statistiques chinoises n'étaient pas tout à fait bonnes. On s'est trompé de 10 à 15%, ce qui fait 1 milliard de tonnes de CO2 à peu près. Donc c'est la taille équivalente aux émissions de CO2 de l'Allemagne par an. Donc ça, c'est pour tempérer un petit peu ces prévisions optimistes. Donc il faut vraiment se poser la question comment en sommes-nous arrivés là. Et pour ça, il me semble qu'un détour historique s'impose. C'est ce que nous faisons dans le livre. Donc on peut subdiviser ces négociations en gros en 3 parties, en 3 grandes phases de négociations. Et moi je vais parler ici des 2 premières. Il va revenir sur la 3e, qui est la phase post-Copenhague, donc post-2009. Donc la première phase, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, mais c'est une phase, disons, optimiste dans les politiques climatiques. C'est une phase où il y a 2 grands traités internationaux. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que le traité de Paris, ça serait le premier. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y avait déjà la Convention cadre de 92, ensuite le protocole de Kyoto de 97, qui étaient donc des succès, qui étaient vus comme des succès du multilatéralisme onusien. C'était des négociations essentiellement entre pays du Nord, puisque les pays du Sud, à cette époque-là, ne jouaient pas encore un rôle très important, et qui, en gros, se déclinaient par une approche dite par le haut, qui s'oppose aujourd'hui, on parle d'une approche par le bas. Une approche par le haut, pourquoi ? Parce qu'il s'agissait essentiellement de partager un fardeau, et on a vu comment ça s'est décliné en Belgique. Effectivement, c'était la même approche au niveau global. Il faut atteindre un objectif commun, on se partage le fardeau, et ça sera des objectifs contraignants. Donc c'est différent de l'approche qu'on a aujourd'hui. En même temps, nous pensons qu'on ne peut pas discuter des négociations climatiques sans aussi prendre en compte tout un ensemble d'autres évolutions du monde qui se déroulent en même temps. Et donc, pendant cette période, bien évidemment, des événements importants incluent des tensions croissantes au Moyen-Orient, la première guerre d'Irak et une alliance entre les États-Unis et les pays du Golfe qui finalement solidifie les fondements de l'American Way of Life, du mode de vie occidental, basé sur le pétrole bon marché. Et on se souvient de cette citation de George Bush père
1992, quand il vient à Rio, à la conférence de Rio, il dit le mode de vie américain n'est pas négociable. The American way of life is not negotiable. C'est aussi la victoire des néoconservateurs aux États-Unis, entraînant en fait une longue phase d'opposition des républicains américains aux politiques climatiques, avec la fameuse résolution Bert Hagel du Sénat américain, qui finalement va précipiter l'échec de la conférence de La Haye en 2000 et surtout la sortie des États-Unis du protocole de Kyoto. Et donc, cette période, il me semble essentielle, et les fissures qui apparaissent déjà dans cette période sont essentielles pour comprendre la dérive qui va suivre et qui va se solder sur l'échec très retentissant de la conférence de Copenhague en 2009. Pourquoi donc on a cette deuxième période que nous avons appelée la constitution du schisme. Nous parlons de schisme et je vais y revenir sur cette notion. Mais pour faire court, dans ce qui se passe dans cette période, c'est que le protocole de Kyoto entre en vigueur, mais sans les États-Unis. Les négociations se complexifient puisqu'on va négocier à deux voix avec les États-Unis étant partie du protocole de Kyoto, mais pas partie de la convention, mais pas des négociations dans le protocole de Kyoto. On a une montée des pays en développement et des questions qui leur sont chères, comme la question de l'adaptation. Donc, on parlait tout à l'heure de la question de charger la barque. C'est aussi un artefact de cette période de négociation où finalement l'Europe se trouve face aux pays en développement et finalement accepte aussi l'équilibre des forces fait que tout un ensemble de questions sont inclus dans les négociations qui sont des questions essentielles puisque le changement climatique touche à beaucoup de ces questions-là, mais qui finalement sont éloignées ou étaient éloignées de l'objectif de réduction qui est un objectif central. On a aussi là encore dans cette période tout un ensemble d'événements extérieurs qui sont largement ignorés dans la gouvernance climatique, comme la crise économique et financière, événement majeur bien évidemment en 2008-2009 avec la crise budgétaire ensuite en Europe, et avec la montée des émergents qui effectivement va être une des raisons de l'échec de Copenhague, puisque il y a un nouvel ordre géopolitique mondial qui s'installe avec les États-Unis et la Chine qui marginalise finalement l'Europe à cette époque. Pour comprendre donc cette disjonction entre la gouvernance climatique et le monde réel, deux images là encore. La première image, pour comprendre en fait comment le changement climatique a été mis en politique. Et là on parle en termes historiques, donc c'est en partie en train de changer, et Ami va revenir sur ça. Mais il me semble que c'est important d'y revenir quand même. Donc la première, vous voyez, c'est une image qu'on montre souvent quand on parle du changement climatique, donc c'est les ours polaires. Là on voit une mère avec son enfant probablement. Et à gauche, à droite, pardon, vous avez cette question de budget carbone, dont il était question déjà aussi. Donc le budget qui nous resterait en tant qu'humanité, en tant que tous les pays de la planète, à consommer pour rester sous la barre des 2 degrés. Ce que montrent ces deux images, c'est un cadrage très particulier de la question climatique. D'abord, comme une question environnementale. Vous savez peut-être que dans les négociations, généralement, c'est les ministres de l'environnement qui négocient, ce n'est pas d'autres ministères. Aujourd'hui, c'est en train de changer un peu avec la COP de Paris, notamment, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et deuxièmement, une question qui est cadrée en termes globaux, résolument global, et en termes d'émissions de CO2. Et on va voir pourquoi c'est important. Donc, ce cadrage, on peut le résumer en un mot, en fait, autour de la question d'un problème environnemental et un problème environnemental global, avec tout un ensemble de façons de mettre en politique le problème. D'abord au niveau des instruments, on a calqué la question climatique sur tout un ensemble d'autres accords internationaux comme la question de l'ozone, la question des pluies acides, et décidé de réguler les questions en fin de tuyau. En fin de tuyau, ça veut dire on régule les émissions, et on ne régule pas dans les négociations les questions d'infrastructure, les questions d'extraction, les questions de vente de pétrole ou des choses comme ça. Même les questions de technologie énergétique ne sont discutées que dans les side events, à la marge, mais pas dans les négociations.
Ensuite, un paradigme environnemental, ce qui veut dire qu'au niveau des institutions, le climat est séparé de tout un ensemble d'autres institutions internationales. Par exemple, l'exemple le plus parlant étant celui de l'OMC. Donc on va parler des questions de commerce international qui bien évidemment sont essentielles pour la question climatique, puisque la mondialisation économique et financière est une grande cause au fait des émissions de CO2. On va discuter de ces émissions, de ces questions-là, de mondialisation économique et financière, au sein de l'OMC et pas au sein du climat, des négociations de climat, et à l'inverse est vrai aussi. Troisièmement, donc un paradigme d'action collective, je passerai rapidement, mais ça veut dire que l'échelle globale a été identifiée comme l'échelle pertinente, comme la seule échelle au fait, à laquelle a traité le problème, ce qui a disqualifié pendant tout un moment. Et c'est vrai que là aussi, il y a des infléchissements aujourd'hui, des approches polycentriques, des approches par le bas, coalition de villes, etc. Comment aujourd'hui se pose la question, comment est-ce qu'on peut les inclure dans ces négociations. Donc, nous parlons de schisme de réalité pour cette période en particulier, avec un petit point d'interrogation si dans quelle mesure est-ce que ce schisme persiste aujourd'hui. Pour le dire rapidement, en fait, Edwin Zakai a mentionné la notion de fabrique de la lenteur. C'est des négociations effectivement qui sont très lentes, mais qui se déroulent dans un monde, bien évidemment, qui est en accélération. Aujourd'hui, quand vous voyez le protocole de Kyoto, par exemple, a été négocié dès le début des années 90, dans un monde où la Chine était la 9e économie du monde, derrière l'Italie. Il a été signé en 1997 et entré en vigueur en 2005. En 2006, la Chine a dépassé les États-Unis comme première économie mondiale. Donc voilà un décalage très important. Un deuxième, donc, c'est cette question d'enclavement, et là aussi on a parlé tout à l'heure de charger la barque. En fait, on négocie en même temps de tout dans les négociations, où on inclut tout un ensemble de problèmes, disons comme ça. On parle de faire le business plan de la planète, c'est Mme Figueres, la secrétaire de la Convention, qui dit en même temps on enclave, on ne s'en donne pas les moyens, on enclave ces négociations sur l'échiquier international. Un dernier point avant de passer la parole, donc on s'est intéressé aussi au texte des négociations. En fait, est-ce qu'on pouvait objectiver un petit peu ce que nous disons sur ce schisme? Et par une recherche très simple, en fait, en regardant dans les textes des négociations, quand est-ce qu'on parle d'énergie, de fossiles, de renouvelables, de commerce, ou alors d'émissions. Et à partir de 4 textes, au fait, qui sont des textes importants, la Convention climat, le protocole de Kyoto, et 2 textes de négociation actuels, celui de Genève, qui était de février, et celui qui est sorti il y a peu, des négociations de Bonn. Quand vous regardez, donc, c'est sans appel. En fait, dans la Convention climat, il est 5 fois mention d'énergie, 4 fois de fossiles, 1 fois de commerce, et 23 fois d'émissions, donc ça va encore si on veut. Après, ça ne fait qu'augmenter au niveau des émissions. Donc là, on discute le changement climatique essentiellement sous le prisme des émissions. Et c'est encore pire quand on regarde sous quelle forme on parle quand on parle d'énergie ou de commerce. Quand on parle d'énergie, il y a essentiellement 2 façons dont on parle d'énergie. C'est premièrement pour parler des pays en développement qui doivent encore augmenter leur consommation énergétique. Deuxièmement, pour parler des exportateurs de pétrole et autres qu'il faut compenser d'une façon ou d'une autre. Et quand on parle de commerce international, là vous avez en bas, measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute the means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. C'est ce qu'on appelle la clause de conformité qu'il y a dans presque tous les traités environnementaux, donc que ces traités environnementaux ne doivent pas interférer avec la question du commerce. On avait un petit moment où on pouvait penser aux négociations de Genève. Il y a 2 mentions qui partent de ce schéma, avec des sources de financement pour l'efficacité énergétique et les renouvelables qui étaient mentionnées, avec aussi la question des investissements des fossil fuel subsidies, donc des subventions aux énergies fossiles, qui sont effectivement un grand problème, mais
ces deux mentions ont été éliminées du texte, donc pour le moment, ils ne sont plus sur la table, on ne discute plus de ces choses-là dans les négociations. Or, c'est essentiel, là c'est juste un graphique, il date déjà un petit peu, aujourd'hui probablement ça serait un tout petit peu mieux, mais là vous voyez les subventions aux énergies, toutes sortes d'énergies. Ce qui est en bleu, c'est les énergies fossiles, et tout ce qui est dans le petit carré rouge, violet, etc., c'est les subventions aux énergies renouvelables et autres. Vous voyez la proportion, donc voilà un sujet auquel il faudrait s'attaquer si on veut s'attaquer à la question climatique. Merci d'avoir déblayé le terrain. Je pense que vous avez un petit coup sur la tête, parce qu'évidemment, nous sommes assez critiques. C'est le moindre des mots. Alors quand même, est-ce qu'il y a quelques signes d'espoir? Et donc, pour poursuivre un petit peu l'aperçu historique que Stéphane a entamé, clairement, Copenhague en 2009, la plupart d'entre vous devez quand même déjà, si vous êtes très jeune, suivre un petit peu, ou vous rappeler au moins de ça, ça a été quand même un échec retentissant. On avait présenté ça comme le moment où la planète devait être sauvée, alors que tous les chefs d'État étaient là. C'était la première année où les États-Unis revenaient, puisque Obama, c'était la première année où il était président de plein exercice, etc. Bon. Et finalement, il ne s'est rien passé, et ça a été quand même quelque chose de terrible. Mais c'était quoi cette conférence de Copenhague? C'était, d'une certaine façon, la consécration du nouvel ordre politique mondial, avec la Chine et les États-Unis comme les deux puissances hégémoniques du monde, avec un certain nombre évidemment, juste après la crise économique et financière, qui se tiennent un peu par la barbichette, et voilà. Et donc l'Europe a été très provincialisée dans cette COP. Elle était la puissance, enfin le pays, l'Union européenne, elle menait les négociations depuis le protocole de Kyoto, elle était la bonne élève du processus, etc. Elle a été complètement mise de côté. Ça a été négocié dans les hôtels de Copenhague entre Obama et le Premier ministre chinois, avec les autres basiques, les trois autres grands émergents qui étaient. Et puis voilà. Et la seule chose qui avait été retenue, c'est qu'on changeait qu'on allait changer de méthode, qu'on se mettait d'accord pour quand même essayer de ne pas dépasser le seuil dangereux des 2 degrés au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Donc, c'est pas très précis tout ça. Donc là, vraiment, on peut dire que le processus onusien a failli exploser. Et s'il n'a pas explosé, c'est parce qu'à Cancun, l'année d'après, les pays en développement, en particulier, il faut le dire, les pays en développement pauvres et les moins avancés, ce qu'on appelle les moins avancés, la coalition des AOSIS, les petites îles qui risquent d'être submergées, etc., sont extrêmement attachés à ce processus et ils ont tout fait pour le sauver, avec l'aide de la diplomatie mexicaine, qui était la puissance haute de cette conférence. Bon, il a été sauvé, mais on n'a pas sauvé le climat, c'est clair. Bon, donc les choses vont lentement. À Durban, pardon, en 2011, l'Europe a essayé de remonter la pente, courageusement d'ailleurs, et finalement, il est arrivé, on ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, qu'à la faveur du fait que les États-Unis et la Chine sont restés un peu en réserve, ils ne voulaient pas trop bloquer les choses, etc. Et on s'est mis d'accord sur quoi? Sur cette marche de 4 ans jusqu'à Paris, ce qui a été ensuite choisi comme Paris, c'est-à-dire un accord, l'idée d'un accord, le projet d'un accord avec tous les pays. Donc c'est vrai que c'est ça qui est nouveau. Cette réunion de la COP de Paris, c'est la première fois qu'on dit universel, ça veut dire vraiment que ce n'est pas simplement les pays riches, les pays du Nord, développés industriellement, etc., qui auront à signer des engagements ou à
à participer. Tous les autres pays le font, et donc effectivement, c'est les 161, tu as dit 159, mais depuis hier, on est à 161 pays qui ont donné leurs engagements, et donc effectivement, on est à 91% des émissions, etc. Mais attention, et c'est clair, c'est une approche cette fois bottom-up, donc qui part par le bas, ce n'est plus une approche partage du fardeau, hein, on a changé, on a appelé ça partage des opportunités, l'éco-bénéfice, c'est-à-dire qu'il faut faire des politiques climatiques, mais qui puissent servir à autre chose aussi, qui puissent être utiles à autre chose, au développement, à résoudre les problèmes de pauvreté dans les pays pauvres, qui puissent véritablement être bénéficiaires pour plusieurs objectifs. Donc tout ça, c'est la démarche générale. Donc l'approche a changé, le contexte géopolitique, effectivement, a changé. Je crois que Stéphane l'a déjà dit, bon, on est dans le deuxième mandat Obama, il est certain que les États-Unis font plus d'efforts cette fois qu'il y a quelques années. La Chine a clairement aussi décidé, et toute l'approche de la COP de Paris a été initiée par l'accord, la déclaration plutôt d'accord, en novembre dernier, Chine-États-Unis, qui ont décidé de coopérer, etc. Bon, et de dire dès novembre 2014 quelles étaient leurs promesses d'engagement, qui ne sont pas suffisantes, mais qui sont quand même plus élevées, nettement plus élevées qu'elles étaient les fois précédentes. En particulier, donc la Chine a donné un pic en 2030. On ne connaît pas sa hauteur, mais elle donne ce pic à 2030. D'autre part, le contexte économique, ça c'est la bonne nouvelle, effectivement, mais on n'en parle pas dans les négociations. Ça, c'est sûr que ce qu'a dit Stéphane est très important. Ces négociations ne portent pas sur ce qu'il faut. Elles portent sur autre chose, mais elles ne portent pas sur ce qu'il faut. On discute d'objectifs abstraits très lointains, de courbes. Donc, je vais dire quelque chose tout à l'heure sur les 2 degrés. Bon, c'est un point majeur, cette discussion sur les 2 degrés. Mais en fait, clairement, comment est-ce qu'on va faire pour réduire les émissions, c'est-à-dire les questions matérielles, concrètes, de production, de déplacement des bouquets énergétiques des pays, etc., ça ne fait pas partie de la négociation. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans un cadre où chaque pays est souverain. Ça, on a entendu parler de la Belgique, donc on voit bien comme c'est important. Chaque pays est souverain, et donc voilà, il fait ce qu'il veut. Il donne un chiffre, et ensuite, bon, voilà, on va voir comment il va le faire. Alors, la question, et c'est pour ça que ce qu'a dit Marie-Union est aussi très très important. C'est-à-dire que cette année, les engagements des pays, les INDC, ce qu'on appelle, qui sont des contributions intentionnelles, c'est-à-dire des intentions de contribution. C'est pas exactement, c'est pas du tout des engagements. Ça, c'est pas dans la partie du texte contraignant, c'est dans des annexes, et ce n'est pas négocié. Ce n'est pas négocié. Chacun dit ça en toute souveraineté. Un des enjeux très importants de la négociation, c'est justement, est-ce qu'il y aura, et vous en avez parlé tous les deux, est-ce qu'il y aura des clauses de transparence et d'examen de ces engagements? Ça, pour moi, c'est la ligne rouge de la COP de Paris. S'il n'y a pas ça, c'est rien du tout. C'est le schisme du réel qui continue pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Parce que les climatologues nous disent, et donc là personne ne l'a dit, mais je le rappelle, que le budget carbone de l'atmosphère, si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, il est d'une quantité de gigatonnes de carbone égale à 20 années comme l'année 2014. 20 années égale à la hauteur de l'année 2014. Donc non seulement on continue à augmenter, mais l'année 2014, 20 années, c'est dans pas très longtemps. Hein. Et surtout pour vous qui êtes très jeunes, c'est vraiment dans pas longtemps. C'est 2035. Et comme on ne peut pas imaginer qu'en 2035, on soit comme en 2014 et en 2036 à zéro, évidemment, ce serait complètement ridicule de voir. Il faut bien qu'on commence à décroître et qu'on décroît vite maintenant. Sinon, toute cette barre des 2 degrés, c'est du, excusez-moi d'utiliser le mot, pipeau. C'est du pipeau.
Et donc aujourd'hui, les calculs qui nous disent qu'on est à 2,8 degrés, 2,9 degrés dans les engagements, etc., je n'y crois pas une seconde. Parce que, pourquoi? Parce que chaque pays a eu ses méthodes de calcul. Pour les uns, c'est par rapport à 90, pour les autres, c'est par rapport à 2005. Pour les uns, ils donnent un pic, mais ils ne disent pas à quelle hauteur. Pour certains, c'est l'intensité énergétique. On va baisser en intensité énergétique. C'est-à-dire, on va... Voilà. Donc tout ça, c'est... Donc, il est absolument impératif qu'il y ait dans l'accord une clause qui dise que des experts vont évaluer toutes ces promesses, les traduire, les mettre dans une métrique commune, savoir tous les, disons, 5 ans, d'accord, ou tous les ans, ou tous les 5 ans, quel est le chemin parcouru, combien on a émis, combien il reste, si on veut ne pas dépasser, je ne sais pas si ça sera 2, plus que 2 malheureusement. Mais bon, voilà. Et donc, par rapport à ça, les pays en développement pauvres disent 1,5 degré. Bon, mais là aussi, c'est 1,5 degré, c'est une posture idéologique. C'est-à-dire que c'est bon, ils s'accrochent parce qu'ils ont raison. D'une certaine façon, ils sont victimes de ce changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué. Ils vont en subir les dommages. Et donc, c'est une façon de négocier de l'argent contre autre chose. Mais 1,5 degré, de toute façon, on n'y arrivera jamais. On est déjà à presque 1 degré. Donc, voilà ce que je vous dis. Donc, on a une nouvelle approche, plus bottom-up. Bon, il y a quelques... Les énergies renouvelables ont explosé. Elles se sont énormément développées. La Chine a beaucoup investi dedans. Ça lui convient industriellement, etc. Ben, c'est très bien, tant mieux. Même si ça a causé un certain nombre de difficultés à l'économie allemande ou à d'autres économies. Mais là, on ne rentre pas dans les détails. En tout cas, il y a des potentialités technologiques très importantes dans les énergies renouvelables. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que là j'avance parce que je sens que je parle trop, mais voilà. Ce que je crois très important, c'est qu'il faut se départir d'un certain nombre d'illusions. Donc, comme je le disais, ces illusions pour les années à venir, c'est-à-dire que la transformation qui est devant nous, si on veut véritablement relever le défi climatique, est énorme. C'est une transformation qui ne peut pas se faire en catimini sans qu'on dise qu'elle est énorme et que tout le monde en ait pris quelque part conscience. Et ça ne peut pas non plus se faire de façon invisible. On a cru au moment du protocole de Kyoto qu'il y aurait un marché carbone avec une péréquation comme ça du prix du carbone qui permettrait sans douleur de faire toutes les transformations. Voilà. Et puis le marché ferait une péréquation des efforts des uns et des autres. Et ça n'a pas marché du tout, ça n'a pas généré d'argent, et c'est un échec total. La grammaire du marché sur les permis d'émission, qui avait d'ailleurs été imposée par les États-Unis, alors qu'à l'époque l'Europe voulait des taxes, c'est un échec. Aujourd'hui, dans un deuxième point extrêmement difficile pour la conférence de Paris, c'est le problème des financements. C'est le problème, mais le problème des financements, c'est quoi? Bon, on a dit c'est les 100 milliards. Bien sûr, on a promis 100 milliards à Copenhague à partir de 2020. Pour faire quoi? Pour de l'adaptation pour les pays les plus pauvres, les plus vulnérables, etc. Mais aussi, d'une certaine façon, pour la décarbonisation de l'économie ou pour engager des pays sur des chemins de développement bas carbone. Et ça, tous les économistes, mais tout le monde sait très bien, les ingénieurs et tout ça, qu'il faut beaucoup plus que 100 milliards. Il faudra beaucoup plus que 100 milliards. Donc, c'est pour ça que je crois que vraiment, l'accord de Paris, si elle aboutit à quelque chose, avec une clause de vérification, avec quelques points très importants qui sont accrochés, ça ne peut que éventuellement nous mettre sur des rails qui seront plus favorables et permettre qu'année après année, ou 3 ans après année, 3 ans, etc., on augmente nos ambitions. Parce que le contraignant et ambitieux, pour le moment, c'est incompatible. Ça ne marche pas ensemble. Tous les engagements, on dit contraignant, vous savez très bien qu'il n'y a pas de droit international contraignant pour le moment, de l'environnement.
Alors on va essayer d'élaborer des choses, il y a des projets, il y a des choses, mais pour le moment ça n'existe pas. Le Canada s'est retiré de Kyoto, il n'a pas rempli ses engagements, il ne s'est rien passé. Pour le moment on ne fait pas la guerre aux gens qui ne remplissent pas leurs engagements d'environnement, hein, évidemment. Et donc, voilà, donc le côté contraignant, c'est quelque chose de moral. Si les sociétés civiles sont extrêmement vigilantes, extrêmement actives, si leur niveau de conscience s'élève, bien sûr, la question contraignante, ne pas respecter ses engagements, etc., ça sera de plus en plus difficile. Et quant aux ambitions, nous avons remarqué et écrit à plusieurs reprises que certains pays vont d'une certaine façon plus loin dans leur politique intérieure domestique que ce à quoi elles acceptent, enfin, ces pays acceptent de signer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur des choses dans 20 ans ou dans 30 ans qu'ils ne connaissent, dans des contextes économiques ou de compétition qu'ils ne connaissent pas. Et on voit bien que la Chine, depuis 6-7 ans, elle a engagé un plan de climat qui est assez sérieux. Il y a eu des choses, mais elle ne voulait pas signer. Elle était absolument dans la gouvernance globale, absolument opposée à tout effort. Elle a changé depuis 1 an. Et pourtant, elle a fait quand même des choses. Et c'est vrai pour des tas d'autres, enfin plusieurs autres pays, qui sont plus avancés dans leur politique intérieure que leur position internationale pour diverses raisons. Alors, oui, je finis. Voilà. Donc, nous disons que, bon, il faut, pour cette COP21, évidemment, c'est très important qu'il y ait quelque chose qui tienne la route, qui puisse galvaniser les énergies. Mais il faut bien penser que tout ce problème ne va pas se résoudre uniquement dans cette négociation et de cette gouvernance globale. Il faut faire des gouvernances dans chaque pays, à l'échelle régionale, la coordination des villes, c'est très important. Vous savez qu'il va y avoir 1000 maires qui vont se réunir à Paris, c'est très important. Et voilà, donc à toutes les échelles, on dit une gouvernance polycentrique et multi-échelle, parce que c'est un problème qui est partout, qui est transversal à toutes les questions. Et comme l'a dit Stéphane, et je m'arrêterai un peu là-dessus, on ne peut pas penser résoudre entièrement le climat simplement dans le silo de la négociation climatique. Il y a beaucoup d'autres choses. Et là aussi, le niveau de conscience, de ce point de vue-là aussi, j'ai l'optimisme, il s'est élevé. C'est-à-dire que, par exemple, les campagnes qui se développent, qui se diffusent sur laisser les énergies fossiles dans le sol, et parce que si on exploite tout ce qu'on connaît déjà comme réserve de pétrole, de gaz, de charbon, eh bien le climat de la planète va exploser. Ça sera 7, 8, 10 degrés. Ça, il suffit de voir les rapports des scientifiques et leurs recherches. Donc déjà, il y en a trop. Donc il n'est pas question d'aller explorer l'Arctique, les côtes en face du Brésil, où on sait qu'il y a sans doute des réserves de pétrole. Mais si on fait ça, en plus de tous les dégâts écologiques qui sont derrière, eh bien, c'est beaucoup trop. Donc il faut apprendre et discuter de ça, mais collectivement dans les sociétés, à baisser nos consommations d'énergie, faire cette transition énergétique majeure, qui est aussi une transition de civilisation. Merci.